Une nouvelle fois, bienvenue à tous sur cette formation en ligne qui aura pour thème donc aujourd'hui la gestion des imports et des exports sous SolidWorks. Donc je me présente, je suis Cyril Jabri du support technique. Je suis à Venao maintenant depuis quelques années et je pense que pour beaucoup on s'est peut-être déjà eu par téléphone ou par mail. Et on va commencer par le sommaire. Donc on fera un point déjà sur les différents formats disponibles en import, en export dans SolidWorks, ainsi que lesquels privilégier entre tous ces différents formats. On fera un petit point sur les options sur lesquelles on peut jouer en fait afin d'améliorer ou d'optimiser l'import et l'export de nos données sous SolidWorks et que privilégier point de vue matériel. Une fois les fichiers importés, la tâche n'est pas finie. Bien souvent, en fait, il faut les retraiter car ils peuvent contenir des erreurs ou ils ne sont pas forcément, une nouvelle fois, optimisés pour une utilisation CAO derrière. Donc on verra également comment les corriger et les modifier. Et enfin, dans quel cas utiliser l'import et l'export de fichiers dans SolidWorks. On verra qu'il y a plusieurs cas possibles. Donc les principaux formats disponibles dans un premier temps à l'import, on va voir qu'on va quand même retrouver à peu près les mêmes en fait entre l'import et l'export. Ça change pas trop. Donc les principaux formats, on retrouve le plus connu qui est le STEP. Alors sur SolidWorks, vous allez voir, on a deux versions du STEP, on a le 203 et le 214. On voit pas forcément la différence sur l'import parce que effectivement on est un peu tributaire de ce que la personne en face va nous envoyer. Par contre sur l'export il est intéressant de savoir qu'il y a les deux versions. Donc simplement qu'il y a la différence en fait, elle est très très légère. Sur le 214 on prend en charge les couleurs et les apparences, là où le 203 en fait ne prend en charge que les couleurs tout simplement. Un autre format qui marche très très bien sur SolidWorks, c'est le Parasolid. C'est un peu le format à utiliser. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Troisième format très connu et qui a l'avantage d'être vraiment passe-partout, c'est l'IGES. À peu près tous les logiciels CAO peuvent importer ou exporter de l'IGES. C'est un format qui est assez ancien et qui est basé tout simplement sur des caractères texte en fait. À l'intérieur, vous pouvez ouvrir un fichier IGES, c'est un peu comme un DXF, vous allez retrouver toutes les coordonnées, les types d'entités en fait, c'est des points, des lignes, des faces, etc. etc. Un peu moins connu, le SAT, qui a. Alors l'extension c'est SAT, sinon ça correspond au format qui s'appelle ACIS, qu'on voit ici, qui marche aussi plutôt bien sur SolidWorks, mais qui est un peu moins démocratisé point de vue communication interlogicielle, on va dire. Et enfin l'IFC, donc l'IFC qu'est-ce que c'est? C'est un format qui est dédié pour le bâtiment, il est très utilisé pour tout ce qui est logiciel du type Tekla, qui permet d'exporter et d'importer des charpentes métalliques, etc. Donc ça c'est un logiciel qui est très très utilisé dans le bâtiment. Ensuite, SolidWorks permet également, donc ça c'est des formats neutres on va dire, mais SolidWorks permet également d'importer certains formats concurrents. Donc on a au menu AutoCAD, aussi bien DWG que DXF. Alors les formats AutoCAD, on peut les importer de plusieurs manières. Soit on peut choisir de les importer en tant que mise en plan, parce que finalement très souvent le DWG c'est du 2D, ou en tant qu'esquisse. Donc idem dans une pièce, parce qu'une nouvelle fois le DWG très souvent c'est du 2D, mais on peut également l'importer dans une pièce en tant que format 3D. Si jamais vous recevez un DWG 3D d'un de vos clients, sachez que vous pouvez l'importer. Inventor, donc logiciel concurrent qui nécessite simplement l'installation du viewer en fait d'Inventor qui s'appelle Inventor View ou de l'installation d'un Inventor pour pouvoir être importé. Donc on ne récupère pas sur celui-ci d'arborescence, on ne récupère qu'un format mort. À noter qu'Inventor View est gratuit bien entendu.
Katia, le Katia nécessite un complément en revanche dans SolidWorks, il n'est pas disponible en natif, il faut une option sur la licence qui s'appelle le Katia Translator et qui donne tout simplement accès dans le menu de fichiers ouvrir dans la liste des fichiers à Katia V5. Actuellement, je crois qu'on peut importer jusqu'à du V5R22 si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est la dernière version sur 2016 qu'on peut importer. ProI qu'on importe également en natif parce que SolidWorks et ProI en fait sont deux logiciels qui sont très proches en fait, qui utilisent le même type on va dire de données CAO. Enfin, dans un fichier SolidWorks en gros il y a tout simplement un fichier parasolide parce que le moteur est basé en fait sur le parasolide et ProI également. Donc ProI quand vous avez besoin de communiquer avec deux solutions, soit vous récupérez directement le fichier ProI natif, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre poste, il s'importe nativement, soit le format préconisé, ça va être le parasolide entre les deux, parce qu'il marche très bien, il s'exporte très bien de ProI et de SolidWorks et il s'importe très bien dans les deux. Également, on peut importer du Rhino. Alors le Rhino, on va se retrouver avec un fichier en fait qui sera extrêmement facile à utiliser parce que Rhino c'est que du graphique en fait qu'on fait dedans. Donc on a en général une qualité d'import qui est pas exceptionnelle on va dire pour venir travailler dessus tel qu'on l'entend nous sur SolidWorks pour faire rendre de la conception parce que c'est un logiciel qui a plutôt tendance à venir être utilisé dans tout ce qui est design en fait, qui n'est pas paramétrique. Solid Edge et Unigraphic. Donc on importe également ces deux formats-là sans pour autant avoir besoin d'installer quelques compléments que ce soit. Dans les autres formats également qu'on peut importer qui sont un peu moins évidents, on peut bien sûr ouvrir des images pour les intégrer dans nos conceptions et venir se baser dessus pour dessiner. Donc les formats d'images qu'on importe, c'est les formats un peu classiques, bitmap, JPEG, PNG. On peut également importer du Photoshop, du PSD. Un peu plus intéressant pour tous ceux qui travaillent avec des designers, on peut importer du Illustrator. Par contre, ça nécessite effectivement d'avoir un Illustrator d'installer sur le poste à la manière d'Inventor qui nécessite un Inventor View. Là, il faut le logiciel complet. Il n'y a pas de possibilité via un viewer, contrairement à Inventor. Katia graphique, donc fichiers qui viennent simplement de Katia et qui sont des fichiers graphiques. 4K qui est une sorte d'AutoCAD on va dire, c'est du fichier 2D. Et également beaucoup moins connu de l'IDF et du VDA. Ensuite, pour ceux qui ont un SolidWorks Premium, vous allez pouvoir également importer des fichiers de maillage. Alors il faut savoir que les fichiers de maillage, donc tout ce qui est STL, qui sort de scanner 3D, on peut déjà les importer dans SolidWorks, du moins pour le STL. Même avec un SolidWorks standard. En revanche, on est vite limité. Quand on importe un STL, on a trois choix. Soit on essaye de le transformer en volume, ce qui va permettre de venir retravailler tout simplement le fichier comme si c'était un step, mais on est très limité parce que c'est des formats qui sont facettisés en fait et on ne peut pas importer de fichiers complexes. C'est-à-dire, si vous essayez d'importer peut-être, alors en termes d'exemple, si vous scannez votre téléphone, que vous essayez de l'importer, ça va fonctionner. Si vous essayez de scanner une pièce entière avec des tables, des chaises, etc., il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas l'importer en volume parce que le fichier sera trop complexe. Pour pouvoir importer ce type de fichier, on peut simplifier l'import en surface plutôt que volume. Donc on peut importer des fichiers un poil plus complexes, mais pas beaucoup plus. Et enfin, on peut, dans tous les cas, importer le fichier STL en tant que seulement aspect visuel. Et ça, peu importe la complexité du fichier, pour l'instant, j'en ai pas trouvé encore d'impossible à exporter parce que trop complexe. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans SolidWorks et au moins faire de la visualisation. On ne pourra pas venir le retravailler parce que ce ne sera pas quelque chose en fait de paramétrique. SolidWorks, il attend qu'il y ait des faces, des arêtes, des points, etc. Donc quand on importe quelque chose de seulement graphique, on se retrouve simplement avec un visuel.
mais vous allez pouvoir au moins le visualiser et éventuellement peut-être commencer à concevoir une partie qui viendrait autour. Vous ne pourrez pas vous appuyer dessus, mais vous pourrez au moins voir comment peut s'intégrer en fait l'objet dans votre conception. Pour pouvoir importer et retravailler réellement des fichiers STL plus complexes, on est obligé de passer par le complément qui s'appelle Scan to 3D, qui est disponible en premium jusqu'en 2014 ou 15, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est redescendu dans la version professionnelle de SolidWorks en 2016, ou ce sera en 2017, j'ai un doute là-dessus, et qui permet de venir importer énormément de fichiers de maillage différents. Et derrière de venir retraiter d'une part le maillage, le simplifier, enlever tous les points en fait qui vont être pas nécessaires, en fait les erreurs de maillage, qui permet également de le simplifier, donc venir retirer des mailles pour avoir quelque chose de plus lisse par exemple, puis ensuite de venir reconstruire des géométries telles que des surfaces, des volumes par-dessus. Et enfin le dernier, CircuitWorks, qui permet de venir importer donc des fichiers issus de logiciels de conception de cartes électroniques et qui permet de venir tout simplement dessiner, sous réserve d'avoir la bibliothèque qui va bien, en automatique la carte électronique dans SolidWorks. On va pour les formats d'import, maintenant les formats d'export. On retrouve exactement la même chose pour les principaux formats, donc STEP, Parasolid, IGES, SAT et IFC. Donc cette fois-ci, pensez bien que si vous voulez que en face la personne puisse avoir tout ce qui est apparence de votre pièce, il faut bien prendre le 214 parce que lui prend en charge les apparences, contrairement au 203. Alors tous les logiciels ne viennent pas ouvrir le 214, mais de manière générale, c'est quand même assez répandu. Donc on voit ici 203, 214, on retrouve les deux. Également dans les formats concurrents qu'on retrouve, on peut sauvegarder au format AutoCAD, donc DWG, DXF. Alors à noter que là-dessus, on ne peut pas exporter un assemblage en DWG, on ne peut simplement exporter que des pièces et des mises en plan. Donc si jamais vous avez un assemblage que vous souhaitez exporter sur AutoCAD, pensez bien soit à passer par une mise en plan, pour faire une vue de mise en plan et venir l'exporter, soit à l'enregistrer en tant que pièce et exporter cette pièce. À noter également qu'on ne peut pas directement exporter de fichiers 3D, de DWG 3D. Si jamais vous voulez exporter la version 3D de votre assemblage ou de votre pièce, il faudra feinter un petit peu, exporter sur du format SAT, importer ce SAT dans DraftSight ou AutoCAD par exemple. DraftSight, je rappelle qu'il est gratuit, et le réexporter en DWG. Et à ce moment-là, vous obtiendrez bien un DWG 3D. Si jamais vous exportez directement votre pièce depuis AutoCAD en DWG, il va vous demander en fait une vue ou une face en fait à exporter, et il exportera ça en 2D. Et également donc ProI, qui encore une fois est un logiciel en fait très proche de SolidWorks. Au niveau des formats 2D, on retrouve les différents types d'images, TIFF, JPEG, PNG, PSD, alors enfin Photoshop du coup un peu plus bas, du PDF 2D ou 3D. À noter que depuis 2015 pardon, il existe SolidWorks MBD qui permet de faire des PDF 3D très avancés, donc avec différentes vues sauvegardées dans le PDF, de venir exporter également des vues d'annotation avec des codes, etc. Mais il reste toujours possible d'exporter du PDF en 2D ou 3D. Et dans les autres formats 3D, on retrouve donc le STL, donc qui est un fichier de maillage très utile pour tout ce qui est impression 3D. CGR, donc c'est le CATIA graphique, et on retrouve VDA, Universal 3D, et eDrawing, qui est le format, on va dire, de visualisation de SolidWorks. Et qui s'ouvre bien sûr dans eDrawing, qui est un viewer gratuit. Que privilégier? Alors comme je le disais tout à l'heure,
si vous êtes à la recherche d'un format d'export pour SolidWorks, donc pour passer d'un SolidWorks à un SolidWorks, par exemple si vous voulez envoyer votre fichier à un sous-traitant mais vous ne souhaitez pas envoyer le détail de la conception, ou tout simplement pour communiquer avec quelqu'un qui est sur une ancienne version, mettons que vous soyez sur 2015 et lui sur 2013, vous n'allez pas pouvoir lui envoyer votre fichier SolidWorks directement, il faudra passer par un format neutre. L'idéal reste de prendre le Parasolid. Alors vous allez voir, le Parasolid, il y en a deux versions, il y a le XT et le XB. Le XT c'est du texte et le XB c'est du binaire. Le binaire n'est pas très utilisé, privilégiez plutôt le XT qui est beaucoup plus répandu. Et pourquoi du coup privilégier le Parasolid pour SolidWorks? Tout simplement parce que le modeler de SolidWorks en fait est basé sur le Parasolid, donc c'est quelque chose qui va s'exporter avec très peu d'erreurs et s'importer avec très peu d'erreurs. Et en règle générale, les deux classiques, STEP, IGES, alors préférez quand même le STEP qui est un peu plus fiable de manière globale que l'IGES, sachant que l'avantage de l'IGES c'est que quasi tous les logiciels peuvent l'ouvrir, même si le STEP est très répandu, l'IGES reste un poil plus répandu. Et à éviter tout ce qui est STL et format de maillage. C'est vraiment le STL en fait a vocation à être utilisé soit par de l'impression 3D, soit par des logiciels tels que logiciels de rendu, je pense à Maxwell, etc. Dès que vous voulez faire de la CAO et vraiment de la conception, le STL reste un format qui est très lourd et pas du tout adapté au domaine d'activité. Alors, petite passe sur une autre solution, si jamais dans la liste des fichiers disponibles de base dans SolidWorks, vous ne trouvez pas votre bonheur, il faut savoir qu'il y a des produits partenaires qui sont spécialisés dans l'import-export de fichiers. J'ai pris l'exemple de DataKit, qui est un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser et sur lequel j'ai jamais eu à me plaindre, qui donne d'excellents résultats. Il existe deux versions de ce logiciel, soit sous forme de plugin, en fait, c'est un complément SolidWorks qui du coup est disponible directement dans SolidWorks, qui permet d'importer quasi tous les formats de CATIA disponibles, de l'Inventor, du ProE, du Solid Edge et de l'Unigraphic. Et de venir exporter CATIA, du PDF 3D, de l'Unigraphic. Donc ça agit comme un plugin dans SolidWorks, ce qui veut dire qu'en gros c'est exactement pareil, vous activez votre complément et vous avez à disposition dans le fichier ouvrir des lignes en plus qui correspondent en fait à l'apport via ce plugin, soit également sous forme de logiciel standalone. Tout simplement c'est un petit logiciel que vous installez qui fonctionne sans SolidWorks. Donc l'avantage bien sûr de ce logiciel, en dehors du fait que, comme vous allez le voir, il y a beaucoup plus d'options en fait d'entrée et de sortie, c'est que vous monopolisez pas votre SolidWorks en attendant, parce que pendant que vous êtes en train d'importer votre fichier dans SolidWorks, l'inconvénient c'est que bien sûr vous pouvez pas vous servir de SolidWorks vu qu'il est en train de travailler et ça peut prendre du temps. Donc ce petit logiciel là peut fonctionner en batch tout simplement. Vous recevez un lot de fichiers d'un sous-traitant à importer, vous pouvez tout simplement aller chercher votre dossier, sélectionner l'ensemble de vos fichiers, partir le soir en disant convertis-moi ça en format SolidWorks, et lui il va travailler en autonomie pendant la nuit pour vous sortir tous les fichiers convertis. Donc bien sûr, comme je vous dis, l'avantage c'est qu'on a beaucoup plus de choix d'entrée et de sortie. Quel est également le second avantage à utiliser ce type d'outils plutôt que de passer par du STEP ou de l'IGES, qui ont le mérite quand même d'être gratuit, contrairement à cette solution qui est payante, c'est simplement qu'on évite une conversion. En gros, notons que je reçoive un fichier CATIA, je vais pouvoir convertir le CATIA natif directement au format SolidWorks. Donc on n'a qu'une seule conversion. Là où si je passe par du STEP par exemple, c'est-à-dire que le CATIA va être converti en STEP, donc on a déjà une possible perte en fait de données et de dégradation de données en fait à ce niveau-là. Puis on aura une seconde conversion en fait qui sera de STEP vers SolidWorks, où on va retrouver à nouveau les inconvénients d'une conversion de fichier, à savoir perte ou dégradation des données, plus le temps perdu à faire la conversion.
Alors, au niveau des paramètres disponibles dans SolidWorks, une erreur qui est très très classique, c'est les modèles de documents par défaut. Quand on vient ouvrir un fichier STEP ou IGES dans SolidWorks, il faut savoir que lui, en fait, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est fichier nouveau, créer une pièce, par exemple, et venir importer ce qu'il y a dans le STEP dedans. Donc, il va se servir, en fait, de nos modèles habituels. Si jamais ceux-là ne sont pas bien définis, donc par exemple, là je suis sur SolidWorks 2016, on voit qu'il pointe bien vers mon dossier SolidWorks 2016, mettons que je pointe vers un dossier qui n'existe pas, dans lequel il n'y a pas de modèle par défaut. On peut se retrouver avec des fichiers importés qui sont complètement vides. On va faire fichier ouvrir, on va ouvrir notre step, et puis quand on va récupérer la pièce dans SolidWorks, on va se rendre compte qu'elle est vide en fait, il n'y a rien dedans. Alors que l'import a bien fonctionné, le fichier est valable, tout va bien, c'est juste que le modèle n'est pas défini, du coup il est parti sur un modèle vide et il n'a pas réussi à importer en fait les données à l'intérieur. C'est une erreur assez classique, donc pensez bien à définir vos modèles à ce niveau-là. Alors pour les définir évidemment à ce niveau-là, il faut bien entendu qu'ils soient déjà définis dans les emplacements des fichiers juste en dessous, dans les modèles de documents. Second emplacement pour paramétrer l'import dans SolidWorks, tout simplement lorsqu'on fait fichier ouvrir, si vous restez sur l'icône tous les fichiers, alors vous allez bien voir vos fichiers STEP, Parasolid, IGES, etc. Mais vous n'aurez pas accès en fait à tout ce qui est options d'import. Les options d'import ne sont disponibles, même si elles sont globales en fait à tous les types de fichiers, du moins à beaucoup de types de fichiers, ne sont disponibles que lorsque vous allez sélectionner le type de fichier qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous voulez importer un step, pensez bien à vous régler sur step dans le menu déroulant ouvrir. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir qu'il y a un bouton option qui va apparaître dans lequel vous aurez ce menu ici avec donc toutes ces options présentes. Ce qui fait que votre step, vous allez pouvoir l'importer soit en tant que volume, soit en tant que surface, soit tel quel. Donc en gros, il va venir importer tout simplement des surfaces non cousues. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez importer les courbes 3D et les points 3D. Est-ce que vous souhaitez les importer ensuite en tant qu'esquisse, en tant que courbe ou point 3D? Vous allez pouvoir choisir en fait comment va se déclencher le diagnostic d'import, quelle est la tolérance en fait à partir de laquelle je vais définir que on peut coudre une surface. Par exemple, si on a deux surfaces qui sont liées, enfin qui s'importent avec un petit écart de 0,01 mm par exemple, ici avec ce que j'ai réglé comme option, il va les importer séparés, il va pas essayer de les recoudre, de les fusionner. Si jamais j'avais réglé 1 mm dans ma tolérance de la courbe, 0,01 mm c'est en dessous de cette tolérance, du coup il va essayer de les coudre et de former qu'une seule et unique surface. Alors du coup, ce que je peux vous conseiller comme option d'import, c'est d'activer la projection birep sur tout ce qui est volume, qui marche assez bien. En gros, il va essayer pareil de prolonger les entités surfaciques qui ne seraient pas cousues pour essayer de former des volumes avec. Ça marche plutôt bien, ça peut donner des bons résultats. Alors, c'est pas une vérité absolue, hein. Il y a des fois où il vaut mieux le décocher parce qu'on retrouve en fait une géométrie qui n'est pas correcte et on a une dégradation de la qualité, mais ça on peut pas le savoir avant de l'importer. Également, je vous conseille d'activer donc le diagnostic d'import ainsi que l'option effectuer une vérification complète qui permette automatiquement soit de déclencher le diagnostic d'import, soit de valider en fait que la géométrie qui vient d'être importée est correcte, et de jouer sur la tolérance de la courbe. La valeur qu'on voit à l'écran ici, donc un dixième de millième, fonctionne assez bien en règle générale. Après, il y a certains cas où il va falloir tout simplement l'agrandir un peu parce que le fichier permettra en fait, sera suffisamment simple pour que tout ce qui est projection birep prolonge correctement les surfaces sans les dégrader. Dans certains cas, il faudra peut-être la diminuer parce que le fichier est complexe et il vaut mieux retravailler par la suite le fichier à la main plutôt que d'essayer de laisser le logiciel se dépatouiller pour essayer de former quelque chose de correct.
Donc idem, ça, on peut pas le savoir avant d'importer le fichier, ça peut demander 2-3 tests sur chaque fichier avant de trouver la configuration qui va donner un résultat correct qui permettra de se passer en fait de retravailler le fichier. Point de vue matériel, actuellement, comme beaucoup de fonctions en fait dans SolidWorks, ce qui va vous permettre d'aller plus vite dans l'import de vos fichiers, pas d'en améliorer la qualité, mais d'aller plus vite, ça va être la fréquence de votre processeur. Ce sera principalement en fait ça qui va jouer sur la rapidité d'import. Également, la conversion peut nécessiter une grosse quantité de RAM. Un step de 20 mégas peut facilement faire consommer à SolidWorks plusieurs gigas de RAM. J'ai déjà vu des cas où ils consommaient peut-être 3 gigas pour importer le step de 20 mégas. Là, et également des steps de 600 mégas qui ont consommé finalement pas tant que ça et qui étaient restés sous la barre des 1 giga de RAM. Donc la taille du fichier ne va pas forcément vous donner une indication fiable à 100% sur la quantité de RAM utilisée dont vous allez avoir besoin. Dans tous les cas, pensez que dès que vous allez avoir des tâches de conversion, c'est des tâches qui sont lourdes et qui vont tout de suite consommer quand même de manière générale beaucoup de mémoire. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez un poste avec 8 Go de RAM et un avec 16, utilisez celui avec 16. Et dans tous les cas, importer des fichiers, ça demande du temps. La conversion peut prendre parfois plusieurs dizaines de minutes. J'ai même vu des fichiers qui mettaient 2 heures à se convertir, voire plus. Une nouvelle fois, c'est pas parce que ça prend du temps en fait que le logiciel est forcément planté. De la même manière, si vous importez un step de 1 giga, il va falloir convertir ce giga de données en fait step en données SolidWorks. Ça se fera pas en un claquement de doigts, n'espérez pas trop pouvoir l'ouvrir en moins de 2 minutes. Dans tous les cas, il faudra sûrement plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure ou 2. Donc n'hésitez pas, si vous avez des fichiers lourds à importer, à les lancer soit le midi en allant manger, soit le soir en partant. De cette manière, de toute façon, comme la tâche de conversion, elle se fait un peu automatiquement et qu'il n'y a pas besoin d'action particulière durant cette tâche, vous aurez tout simplement le résultat en revenant le lendemain matin tout près sur votre PC. Alors, comment réparer les fichiers? Dans un premier temps, une fois que vous avez importé un fichier dans SolidWorks, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut venir déclencher le diagnostic d'import. Le diagnostic d'import, c'est un petit outil en fait qui va tout simplement scanner la géométrie du fichier, détecter tout ce qui ne va pas. Donc, je pense à des discontinuités, par exemple, entre les faces, deux faces qui seraient ouvertes. Et pas cousu. Ça peut être des géométries non valides. Donc je pense à 2 cylindres tangents par exemple, ça il va pas aimer SolidWorks, il pourra pas former en fait un seul volume, ce sera forcément 2 volumes différents pour lui, etc., etc. Donc ça, le diagnostic d'import, ça se fait dans un second temps après l'import. Normalement, il se lance tout seul sur les assemblages. Il vous propose de le lancer sur la totalité. Si jamais vous validez, enfin vous faites non, sachez que vous ne pourrez pas le lancer en fait sur la totalité de l'assemblage. Vous pourrez le lancer après que pièce par pièce. Il n'est pas disponible sur l'assemblage entier. Et dans tous les cas, je vous conseille fortement d'y faire appel parce que vous allez voir qu'on peut s'exposer à plein de soucis après dans les mises en plan ou même dans les assemblages en termes de performance. C'est un peu catastrophique si jamais votre fichier n'est pas propre. Si jamais le diagnostic d'import, donc pareil, qui est une opération totalement automatique où en gros vous lancez le diagnostic, il scanne ce qui ne va pas, ensuite il vous demande ce que vous voulez réparer, vous pouvez tenter de tout réparer, tout ça, ça se fait automatiquement d'une manière transparente, ça prend du temps mais c'est automatique, il n'y a pas d'action nécessaire. Et bien, il faudra passer tout simplement par une réparation manuelle. Il y a certaines choses que le diagnostic ne va pas réussir à régler, notamment si on a des ouvertures trop grandes entre les faces. Lui, il va essayer de les prolonger en fait et de les faire s'intersecter pour former un volume, mais suivant la géométrie, il peut ne pas réussir.
Du coup, ça a nécessité en fait une opération manuelle sur votre fichier, donc peut-être supprimer une face, la recréer, la redessiner, boucher le trou manuellement, supprimer certaines entités, pareil pour les redessiner. Et ça, l'idéal reste encore d'avoir des notions de surfacique, parce que vous allez le voir, le surfacique, c'est à la fois le pire ennemi et le meilleur allié en fait des imports-exports. Très souvent, je vois ce type de pièces en fait où on retrouve notre fichier avec aucun corps volumique, uniquement des surfaces importées, pas cousues. Ça, dans un assemblage complexe, c'est juste une horreur en fait à gérer. Ça consomme une quantité de ressources phénoménales et complètement inutile parce que ça part en fait dans un corps qui, comme il est importé, n'a pas de temps de reconstruction en théorie. Et c'est également, alors c'est moins vrai maintenant sur les versions plus récentes, mais c'est également très difficile de réutiliser ça en mise en plan. On va se retrouver avec des vues en coupe qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Alors maintenant, les surfaces sont complètement prises en charge dans les vues en coupe de mise en plan. Je crois que c'était une nouveauté de 2014, si je dis pas de bêtises. Mais ça peut encore poser des soucis. C'est plus au niveau de tout ce qui est erreur topologique, on va dire. Donc le surfacique, pire ennemi des assemblages et des mises en plan, mais en même temps c'est notre meilleur allié pour venir réparer les pièces. Alors les quelques outils utiles pour réparer les fichiers, donc on va les voir ensemble. Quand vous importez votre fichier, vous pouvez vous retrouver avec un seul corps surfacique clos. Dans ces cas-là, pour former un volume, l'idéal reste d'utiliser la fonction qui s'appelle épaissir. On va voir ça tout de suite dans SolidWorks. Tac. Prendre lui plutôt lui. Donc voilà, ici j'ai ma pièce. Je vois bien que dans corps surfacique, enfin dans les corps ici, j'ai un dossier corps surfacique qui apparaît et c'est bien une surface importée. Si je fais une vue en coupe, on comprend bien que c'est creux. Donc c'est bien une surface. Donc ça, comment venir le transformer en volume? Tout simplement, vous pouvez venir utiliser la fonction épaissir qui se trouve ici dans l'onglet surfacique. Je viens sélectionner ma surface. Ici, il me propose soit de l'épaissir d'un côté, de part et d'autre, ou de l'autre côté. Et dans le cas où c'est un corps clos, il me propose cette option. Donc simplement, je viens la cocher. Plus question de côté en fait à épaissir. Je valide. Et je me retrouve bien ici avec, cette fois-ci, quelque chose de plein. Donc ça, c'est le cas le plus simple. En règle générale, sur un import, ça a peu de chances d'arriver. Le SolidWorks va le faire déjà tout seul en fait. Cas un peu plus qui arrive un peu plus souvent, c'est la surface cousue. Donc c'est dans le cas où vous avez plusieurs corps surfaciques qui viennent former un volume clos. Dans ces cas-là, vous avez vu donc dans la fonction épaissir, on ne peut pas sélectionner plusieurs faces. On a l'option que pour un corps. Donc dans la surface cousue, elle va se comporter exactement de la même manière. Donc ici, je vois que je me retrouve avec trois corps surfaciques, un bout de corps surfacique qui est celui-ci, ensuite une première moitié là et une seconde moitié ici. Ça arrive très souvent quand on importe des éléments de CATIA en fait qui scindent tous les corps cylindriques en fait en deux faces. Donc ça peut arriver. Je vais prendre tout simplement ma surface cousue qui est toujours ici dans l'onglet surfacique. Cette fois-ci, ici, je vais pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Et à partir du moment où il va me détecter, comme tout à l'heure, en fait, qu'on a affaire à quelque chose qui est clos, il me propose ici de créer un solide. On va faire fusionner les entités histoire d'enlever les arêtes à ce niveau-là. Si jamais nos
corps surfaciques ne sont pas parfaitement joints, c'est-à-dire on pourrait avoir un petit jour ici à ce niveau-là, on va pouvoir lui indiquer une tolérance en fait, à partir de laquelle il va dire bah ok, ça c'est pas complètement joint, mais je vais quand même venir les recoller en prolongeant de part et d'autre les surfaces et créer un volume. Donc ici on peut jouer sur bien sûr la plage ici des discontinuités à afficher, donc on peut descendre jusqu'à 0,1 mm. D'ailleurs là tiens on voit que a priori si je me mets au minimum, bah, j'ai bien des discontinuités. Bah, c'est à ce niveau-là, il me dit que cette arête là ici ne touche pas celle-ci. Et on peut aller jusqu'à 1 mm de mémoire. Voilà, 1 mm. Et on lui spécifie à partir de quelle valeur on accepte ou non de coudre la pièce. Donc ça, c'est purement de l'affichage, ça c'est plutôt à partir de quelle valeur il a le droit de le faire. Je valide, et ici je me retrouve bien avec un corps volumique. Voilà, on voit bien que cette fois-ci la pièce est pleine. Alors, dernier cas, parce que ça c'est un peu les cas on va dire faciles, il peut arriver qu'il manque carrément des corps surfaciques ou qu'il y ait des éléments qui soient trop disjoints, sur lesquels on a un trop gros jour pour pouvoir utiliser ces deux outils. Comment faire dans ce genre de cas? Eh ben, il y a un outil qui est très simple dans SolidWorks, qui est au niveau de l'affichage. Il vient afficher les arêtes de différentes couleurs. Les arêtes qui ne sont connectées à rien, donc du coup c'est les arêtes du bord des surfaces en fait, sont affichées en bleu. Donc, si je reviens ici à ce niveau-là, dans ma pièce, je vois ici, donc pareil, j'ai deux corps surfaciques, celui-ci et celui-ci. Autour de celui-ci, bah, si je regarde ici, l'arête est bleue, effectivement. Cette face-là, elle est liée à rien, elle n'est pas cousue à celle-ci. Donc je vais savoir que à cet endroit-là, il va falloir que j'utilise une fonction surface cousue entre les deux. Hop. Donc là, cette fois-ci, il me détecte encore une discontinuité, mais comme j'ai encore une arête bleue ici, il ne me propose pas de créer un solide. Donc on va faire ça. Donc on se retrouve déjà plus qu'avec un corps surfacique, ici plus d'arête bleue parce qu'on est bien lié, hein, ça appartient au même corps. Et ici, je vais voir bah, que tout simplement, il manque une face en fait. Donc là, comment faire? Bah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut la redessiner, il faut la recréer. Donc on va le faire au plus simple. On va créer une esquisse ici. On va venir sélectionner, hop, si j'y arrive, décidément, cette arête. Convertir les entités, qui m'a bien récupéré le contour. Et puis, bah, je vais venir ici, faire une surface extrudée jusqu'à ce sommet. Jusqu'à un sommet, hop. Donc maintenant, je me retrouve à nouveau avec deux corps surfaciques, hein, mon corps de base et puis la surface que je viens de créer, et il me suffit tout simplement de refaire une surface cousue, sélectionner ce corps-là, ce corps-là. Alors, il ne me propose pas de créer un solide. Il doit y avoir encore un trou quelque part. Ah, curieux, parce que j'en vois pas d'autres. Ah si, voilà, il est là. Donc tout simplement ici, on se retrouve à nouveau avec un trou. Ici, je vois une arête bleue. Bah, comment je vais faire le plus simple ici reste de sélectionner cette surface là. Hop, on va faire ça comme ça. Donc on va copier cette surface là et puis on va la déplacer en fait ici à 90 degrés. Hop, surface décalée 0 mm. Ça c'est la feinte, hein. Quand on décale une surface à 0 mm, tout simplement, c'est la fonction se transforme en copier la surface. Ensuite, je ne l'ai pas dans cet onglet, édition directe, déplacer, copier les corps. Donc corps à déplacer, on va aller chercher ici notre surface. Hop, on va se mettre plutôt comme ça. Donc ici, je peux lui faire des rotations, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le faire pivoter autour de cet axe.
qui ne me laisse pas sélectionner. Hop, on va prendre lui. Et on va la faire pivoter de 90 degrés. Alors par contre je sais pas dans quel sens c'est, donc quand c'est comme ça, hop, il n'y a pas 36 solutions, on essaye et on regarde ce que ça donne. Donc là c'est bon, je vois qu'il me l'a mise au bon endroit. Et je recommence ma surface cousue, donc cette fois-ci avec ça, ça et ma petite face qui est ici. Et cette fois-ci j'ai bien créé un solide, on valide. Et on se retrouve bien avec un corps volumique. Petit du en coupe pour valider. On a bien quelque chose de plein. Donc voilà comment réparer les fichiers. Dans le cas de pièces de bibliothèque, le surfacic va s'avérer intéressant également pour les simplifier. Le cas le plus, enfin, on va dire le cas d'école, c'est les moteurs SEW qui sont quand même bien améliorés depuis quelques années, où quand on importait notre moteur, on se retrouvait avec des gravures dans tous les sens, des ailettes de partout, c'était juste horrible, on va dire, en termes de méthodologie dans des assemblages complexes, surtout qu'en général, ce genre de moteur, on peut les insérer dans des machines spé, des convoyeurs, donc c'est quand même plutôt des assemblages assez conséquents. N'hésitez pas du coup à venir les simplifier ces outils-là. L'outil qui marche super bien pour simplifier ce genre de pièces, c'est supprimer la face. On va faire une petite démo également dans SolidWorks. Il est où mon moteur? Il est là. Donc on importe, en plus c'est en format SAT. Le diagnostic d'import, on va le faire. Hein. Et on fait bien parce qu'a priori il y a une face en erreur, donc on voit que c'est celle-ci. Bon, je sais pas exactement ce qu'elle a, mais a priori il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dedans. Essayer de tout réparer. Hop, face défectueuse 0, nickel, il a réussi. Featureworks, on va pas en parler pour l'instant, ce sera après. Hop, je raffiche les arêtes parce que c'est un peu plus clair. Et comment faire tout simplement pour venir enlever cette gravure, vous avez l'option qui s'appelle supprimer la face, pareil, qui est disponible dans l'onglet surfacique. Alors un onglet qui est très intéressant aussi lorsqu'on on fait de l'import de fichiers, c'est l'onglet qui s'appelle édition directe sur lequel on retrouve un peu toutes les fonctions vitales à de l'édition directe, donc le supprimer la face, supprimer les corps, déplacer la face ou les corps, etc. Et donc tout simplement, je vais enlever mon SEW. Comment je vais faire? Je vais cliquer là-dessus, puis il me propose ici d'aller chercher les arêtes, enfin les faces qui semblent former des fonctions. Donc tout simplement ici, on a plusieurs choix. Hein. Donc là, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Supprimer et remplir. Et il vient déjà m'enlever toutes les arêtes. Alors c'est pas parfait, hein, il m'a quand même gardé le contour, mais on a déjà quelque chose de plus simple. On est passé, on a divisé je pense le nombre d'arêtes déjà au moins par 2. On pourrait faire de même sur, bon celui-là est plutôt propre, on pourrait faire de même par exemple là-dessus, c'est pas forcément utile d'avoir autant de détails en fait sur des vis. Bon là ça va être un peu compliqué à simplifier, donc on va peut-être pas forcément perdre trop de temps, parce qu'après il faut voir en fonction du temps que ça va prendre et du gain de performance qu'on va avoir, mais on voit que sur des écritures déjà c'est très simple, très rapide à effectuer. Ensuite, Featureworks, donc dans quel cas l'utiliser? Featureworks, c'est un outil qui permet de venir reconnaître des fonctions dans des pièces importées. C'est un outil que j'ai pas tendance à conseiller de base quand vous travaillez juste avec des pièces de sous-traitants, de fournisseurs, etc. Pour moi, il a aucun intérêt parce que ce type de pièce peut déjà être modifié par de l'édition directe. En plus, en général, il n'y a pas forcément beaucoup besoin de les modifier. Et elles ont l'avantage d'être en format importé et donc d'avoir un temps de reconstruction qui est nul. Là où si vous passez un coup de Featureworks dessus, il va vous recréer une arborescence. Et tout de suite, une arborescence, il va falloir le temps déjà de la recréer, donc première perte de temps.
Et seconde perte de temps, vous allez vous retrouver avec des fichiers que vous n'avez pas conçus, mais qui disposent d'un temps de reconstruction et qui vont nuire en fait aux performances de vos assemblages. Donc de base, en fait, il faut clairement pas l'utiliser de manière systématique, cet outil. Là où ça peut être intéressant de l'utiliser, c'est si jamais vous changez de logiciel CAO et que vous voulez récupérer votre bibliothèque. Là, on peut venir se dire, bah ouais, effectivement, c'est des fichiers sur lesquels je vais avoir besoin de travailler, de peut-être apporter des modifications. Donc là, gros point en plus pour FeatureWorks qui permet de former une arborescence à SolidWorks et de venir rendre le tout paramétrique. Comment l'utiliser? Alors ne pas cliquer sur FeatureWorks, tout reconnaître, OK, parce qu'il va faire n'importe quoi, on va se retrouver avec des choses qui n'ont strictement aucun sens, mais plutôt utiliser le mode interactif pour reconnaître les fonctions au fur et à mesure. On va faire un petit peu le début d'une pièce ensemble pour voir comment ça marche. Donc je prends ici mon parasolide, le diagnostic d'import. Donc le parasolide, comme je vous disais, c'est quelque chose qui marche super bien sur SolidWorks, donc il ne trouve rien. Et il me propose de commencer à reconnaître les fonctions. Donc si jamais vous faites non ici, sachez que vous pouvez toujours le redéclencher en passant tout simplement par le corps importé, ici, clic droit, et vous avez, il est où, FeatureWorks, hop, reconnaître les fonctions. Donc le mode automatique, comme je disais, celui-là on va essayer de l'éviter, on va plutôt passer par le mode interactif et on va essayer de lui faire reconnaître intelligemment les formes. Tout de suite, ce qu'on peut déjà essayer de simplifier, c'est tout ce qui est congé. Donc, si je vais aller chercher ici congé arrondi dans le type de fonction, puis je vais sélectionner mes faces tout simplement. Ici, hop, ça c'est un congé, ça ressemble à un congé, ça également. Hop, reconnaître. Et tout de suite, il m'enlève tous les arrondis. Ensuite, je vois qu'ici, j'ai une sorte de dépouille. Alors, deux solutions, soit on pourrait effectivement tout reconnaître avec, par exemple, une révolution. Moi, j'ai plutôt passé par la dépouille. Je vais me chercher, donc dépouille, hop. Le plan neutre, on va définir que c'est ça. Entité sélectionnée, donc la dépouille, elle est là. Reconnaître, hop, il me remet la pièce droite. Ensuite, ça, je vais imaginer que ça a été fait avec une révolution. Bossage révolution, hop, il me semble que j'ai besoin de sélectionner que ces deux faces-là, reconnaître, et il m'a enlevé ma face, et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir reconnaître en fait la totalité de ma pièce, et une fois que je valide, hop, il me recrée une nouvelle pièce. Alors il modifie jamais la première, je vois qu'elle est toujours ici disponible en arrière-plan avec mon corps importé, et il m'a bien reconnu ici mes congés, hop, ma dépouille, et ma révolution, et ainsi de suite. Donc voilà comment fonctionne le mode interactif. Et enfin, dernière chose, pour modifier les fichiers, si vous voulez pas passer par FeatureWorks, vous avez une super fonction qui s'appelle déplacer la face, qui permet, enfin même un ensemble de fonctions, hein, il n'y en a pas qu'une, qui permet de modifier directement un corps importé. Ça peut être tout simplement supprimer des perçages, il va les détecter automatiquement et boucher les trous. Ça peut être déplacer tout simplement des faces, etc., etc. À noter également que dans la mesure où c'est un corps en fait paramétrique, c'est un corps importé, mais on a bien des données de volume, de surface, etc. Toutes les fonctions classiques de SolidWorks sont valables dessus. Donc si je reviens ici, je vais juste faire une petite démo du déplacer la face, parce que celle-là elle est quand même vraiment pas mal. Voilà, j'ai déjà un petit peu travaillé dans ma pièce, j'ai rajouté des fonctions, des surfaces cousues, des miroirs, etc. Si je regarde ici, donc là j'ai coupé ma pièce en deux, ici il y a un trou que j'ai effacé, hop, voilà. Je peux venir boucher tout simplement facilement mes trous en supprimant directement l'arête. Hein. Pour faire ça, c'est pas très compliqué, vous sélectionnez l'arête, vous faites supprimer, il vous propose de supprimer le perçage. Et il bouche le trou. Donc il arrive à reconnaître la géométrie de manière assez fiable. Hop. Puis j'ai reformé un volume de tout ça que j'ai resymétrisé. Voilà. Mettons que j'ai besoin par exemple ici de rallonger
mon piston, deux solutions, soit je peux faire ici une nouvelle esquisse et redessiner un cercle et l'extruder, soit je peux passer par des fonctions du style déplacer la face. Hop, on va se mettre en mode décalé, on va décaler cette face-là de 10 mm, c'est bien, hein. On va faire un petit peu plus court, on va faire 5, 6. Je valide et il me la déplace. De la même manière, si je veux décaler ici cette rainure là pour mon joint, une nouvelle fois je passe par mon décalé, hop, je fais translater, je viens sélectionner ici, tac, mes trois faces, et de la même manière, je peux venir lui dire décale-le-moi de 4 mm, hop, on valide, et il m'a décalé ma rainure, tout en me créant des fonctions. Donc ici en plus, je peux venir éditer mon décalage, le passer à 3 par exemple. Et il me redécale ma rainure. Donc on a plein de fonctions comme ça en fait qui permettent de venir modifier des corps importés sans pour autant tout redessiner ou venir reconnaître la totalité des fonctions. Et bien sûr, l'avantage, c'est qu'on garde une pièce qui est relativement légère, avec un faible temps de reconstruction, étant donné qu'on va, plutôt que de reconstruire toute l'arborescence, on va simplement rajouter quelques fonctions et qui sont faciles à mettre à jour. Alors, dans quel cas utiliser les conversions de fichiers? Dans un premier temps, effectivement, le cas le plus évident, c'est si on a besoin de communiquer avec quelqu'un qui est sur un autre logiciel, qu'on ne veut pas forcément ouvrir nativement les formats de tous les logiciels, on est obligé de passer par les formats neutres, donc le STEP, le Parasolid, l'IGES principalement. Ça peut être intéressant dans le cas d'envoi de documents à un client ou un sous-traitant où on ne souhaite pas communiquer l'intégralité de l'assemblage, si jamais j'ai pas envie qu'il voit comment j'ai conçu parce que je suis un crack de la conception et que si jamais je dévoile mes petits secrets de conception, bah mon client saura comment faire et j'ai pas envie qu'il sache, je peux venir simplement écraser toute mon arborescence avec un step. Alors pensez bien que l'arborescence de l'assemblage reste intacte, hein. On écrase l'arborescence que de conception de la pièce. Et donc, enfin forcément dans l'assemblage, tout ce qui est fonction d'assemblage également. Il n'y aura pas de contraintes, pas d'enlèvement de matière, pas de répétition, etc. Par contre, si vous avez des sous-assemblages avec plusieurs niveaux et ensuite les pièces, ça vous allez le garder. Ça peut être utile dans le cas de simplification de pièces de bibliothèque. Si je dessine une pièce, alors je peux prendre l'exemple de la vis parce que c'est pas le meilleur exemple, mais par exemple mon motoréducteur de tout à l'heure, mettons que je l'ai conçu parce qu'il est fait en interne pour X ou Y raison, ça va être un élément de bibliothèque et j'ai pas envie en fait qu'il interfère dans le temps de reconstruction de mon assemblage. Je peux venir l'exporter en parasolide pour l'écraser et avoir un temps de reconstruction de 0 et utiliser ce parasolide, reconverti en SolidWorks bien sûr, hein, pour tout simplement garder mon assemblage avec un temps de reconstruction le plus léger possible. Et du coup, pour alléger ces modèles, effectivement, une pièce qui est encore importée est beaucoup plus légère qu'une pièce avec une arborescence SolidWorks. C'est les principaux cas. Les bonnes adresses pour trouver des fichiers de bibliothèque, où trouver en gros tout simplement tous nos fichiers de bibliothèque. Les deux principaux sites, ça reste 3D Content Central et Traspart, qui contiennent énormément de fichiers de fabricants. Donc si vous cherchez une vis Émile Morin par exemple, je vous conseille fortement d'aller sur Traspart, vous allez sûrement la trouver. GrabCAD qui dispose de fichiers on va dire un peu plus hétéroclites, si vous cherchez par exemple une voiture, un bonhomme ou autre, vous allez sûrement trouver votre bonheur là-dessus. Cadenas qui est un peu l'équivalent de Traspart mais allemand, et également tous les sites des fabricants. Par exemple le site de SEW dispose d'un configurateur qui permet de se construire son propre motoréducteur de la gamme SEW et de le générer à la demande. Voilà les principaux sites. Voilà, alors on va passer à la phase de questions. Et j'en vois déjà une ou deux. Non, une. Alors, comment resurfacer un import STL
pour enlever tout ce qui est facettes, malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. Quand vous allez importer votre STL, ce sera forcément des facettes parce que c'est le format qui veut ça en fait. C'est un ensemble de triangles, hein, le STL, ni plus ni moins. Enfin, c'est du maillage, donc il forme des triangles. La seule solution, c'est de passer par le scan tout 3D et de l'importer via cet outil. Vous allez pouvoir du coup retravailler le maillage et lui derrière il va recréer des faces en fait qui seront médianes au maillage en fait. On va pas garder ce côté facettisé parce qu'il va pas simplement créer des facettes entre chaque ensemble de 3 points du maillage, mais il va essayer de faire passer une face moyenne qui englobe l'ensemble des points. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, c'était la seule. Je vous laisse quelques minutes. Ok, a priori pas trop de questions, j'ai dû être exhaustif. Ok, et sur ce, je vais vous souhaiter du coup un bon appétit, une bonne journée et à une prochaine fois pour une autre formation en ligne. Au revoir, bonne journée.